Bienvenue sur notre sensibilisation à l'intelligence artificielle. L'objectif de cette matinée, c'est bien de vous parler d'intelligence artificielle et de vous parler de l'existant, hein, des outils largement diffusés auprès du grand public et surtout de vous sensibiliser à leurs usages dans le cadre professionnel. Voilà, c'est notre objectif. Cette présentation va se dérouler en 3 temps. Une partie plus tournée vers qu'est-ce que l'IA et avec une petite partie d'historique. Ensuite, on va s'interroger sur les usages actuels, c'est-à-dire vous, euh, comment vous l'utilisez déjà, puisqu'il faut pas se voiler la face, les outils sont déjà utilisés, donc on va s'interroger là-dessus. Et ensuite, une dernière partie où on va parler des recommandations et des garde-fous à mettre en place dans les collectivités pour ne pas sortir du cadre réglementaire. Voilà, donc nous sommes 3 intervenants. Le premier, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est Jérôme Martiquet qui va s'occuper de la première partie, donc qui est l'introduction à l'IA, hein. On va donc faire une petite définition, traiter un petit peu d'historique, parler des idées reçues sur l'IA, dire qu'elle est déjà présente dans notre quotidien, faire un focus sur les outils conversationnels et ensuite les grandes familles d'usage. Il passera la parole à Carole derrière, qui va vous parler des usages concrets dans les collectivités, avec un petit quiz pour pouvoir un petit peu sonder vos usages. Et je terminerai pour parler des précautions à prendre dans vos collectivités. Voilà. Quelques règles pour cette vidéo. Donc, on est très nombreux. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à utiliser le chat que vous avez en bas dans, dans la barre de menu Zoom, ou alors lever la main pour pouvoir prendre la parole. Et nous, derrière, on gérera les temps de parole. Et à la fin de la vision, on va se garder un petit peu de temps, une partie 4, où on pourra discuter et vous pourrez poser vos questions de vive voix. Et surtout, on pourra résumer toutes les questions qui auront été posées tout au long de la vision. Voilà, il est temps de commencer. Je vais céder la parole à Jérôme, qui va prendre ma place de présentateur. À tout à l'heure. Ok, donc bonjour à tous. Donc je vais commencer sur la première partie, l'introduction. Donc l'objectif pédagogique, tout simplement, c'est dégrossir l'intelligence artificielle avec un petit état des lieux et bien sûr sans technicité et sans aborder les risques. Donc définition simple de l'IA. Alors là c'est au singulier, mais on en a mis 4. Donc la première, tout simplement, on a fait une définition de l'IA pour les nuls. Donc l'IA est un logiciel qui a ingéré une énorme partie du savoir humain et qui prédit le mot suivant le plus probable. Donc ça, c'est la première définition. Donc on va passer maintenant, vous allez voir, à une définition dans le dictionnaire, le Robert. Donc c'est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, raisonnement, apprentissage. Et donc là, on commence déjà à parler un peu du fonctionnement et surtout, on utilise le mot simuler. Ensuite, vous avez la définition un peu plus longue de Wikipédia. Donc l'intelligence artificielle est l'ensemble des programmes ou algorithmes permettant aux machines d'effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception ou la prise de décision. L'intelligence artificielle est aussi le nom du champ de recherche, forcément visant à développer de telles machines, ainsi que les systèmes informatiques qui en résultent. Et pour terminer, la quatrième définition, donc,
puisque nous sommes sur un webinaire sur l'IA, ben, nous avons tout simplement posé une question à ChatGPT pour lui demander de nous donner donc une définition simple de l'IA dans le but de l'intégrer dans un webinaire sur ce sujet à destination donc, des agents des collectivités territoriales. Et donc voici sa définition. Donc l'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Donc vous voyez que ça rejoint un petit peu la première définition et on est bien sur le fait d'imiter une forme d'intelligence. Voilà. Ce n'est pas une intelligence, les outils imitent une forme d'intelligence. Donc c'est vraiment ça qui ressort même sur les définitions les plus simples. Maintenant, ben, nous allons faire un peu d'histoire pour avoir quand même le contexte, pour voir que l'intelligence artificielle, en tout cas le champ de recherche, a quelques années, puisque le début remonte aux années 50. Donc les années 50 ont vu apparaître les fondements théoriques avec Alan Turing et John McCarthy, par exemple. Ensuite, dans les années 60, il y a eu la reconnaissance de forme qui est apparue avec une IA qui a été créée qui s'appelait Perceptron. Ensuite, années 60, années 70, l'apparition des premiers chatbots. Donc les chatbots, hein, ce sont des outils qui permettent de simuler une conversation avec un utilisateur. Et en 1966, le premier chatbot se nommait Elisa. Ensuite, dans les années 80, il y a eu les IA que l'on nomme les systèmes experts. Donc, ce sont des IA d'aide à la décision, et notamment, par exemple, le scoring bancaire, c'est-à-dire que dans les banques, lorsque des demandes de crédit sont effectuées, donc les conseillers, quand ils saisissent, c'est toujours utilisé bien sûr, quand ils saisissent les dossiers de crédit, ben, en fait, le résultat de l'étude, où vous avez un avis favorable, complémentaire ou défavorable, ben, ce sont des IA, systèmes experts qui tournent pour en fait déjà aider à la décision. Et à partir des années 80, il y a eu le terme l'hiver de l'IA, c'est-à-dire qu'à partir de à peu près 1984, vous avez eu donc un mur technique qui a fait que pendant plusieurs années, jusqu'aux années 2000, ben, l'IA n'a plus du tout évolué. Et à partir des années 2000, nouvelle évolution grâce à deux éléments. Donc le big data, donc c'est les données présentes en très grand nombre. Donc forcément, ça correspond avec l'apparition vraiment et l'utilisation grand public d'Internet, et mixé avec ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage machine. Donc une technique pour faire apprendre aux machines. Ensuite, on passe aux années 2000, où on a vu l'apparition donc du traitement pour les IA de l'image et de la voix, grâce notamment au deep learning. C'est l'apprentissage profond, c'est une sous-partie un petit peu plus précise de l'apprentissage machine. Et enfin, novembre 2022, l'apparition donc pour le grand public, la mise à disposition de ChatGPT, donc le premier des outils conversationnels IA pour le grand public. Donc, par rapport à cette deuxième partie, on peut voir que la récente explosion de l'IA est donc due principalement à trois facteurs: bon, les algorithmes de machine learning et de deep learning, mais aussi donc, la puissance de calcul des ordinateurs modernes à moindre coût aussi, surtout ça, hein, grosse puissance de calcul disponible, mais aussi maintenant à moindre coût, notamment avec les GPU, c'est-à-dire les processeurs graphiques, qui sont très compétents pour les IA, pour l'apprentissage, et le cloud computing, c'est-à-dire le fait de mettre en commun la puissance de calcul via le cloud. Et le troisième élément que j'ai dit au niveau de son apparition dans les années 2000, c'est la très grande quantité d'informations et de qualité qui est apparue, donc les données, c'est-à-dire le big data. Donc ce sont vraiment ces trois éléments qui ont permis
de vraiment faire cette explosion et de casser l'hiver de l'IA, donc le fameux mur technologique qui avait bloqué les IA aux alentours de 1984. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu l'historique, on va passer forcément aux idées reçues. Alors, sur cette partie-là, si jamais vous avez d'autres peut-être idées reçues ou vous avez entendu d'autres éléments que ceux qui sont listés, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc le premier, c'est que l'IA comprend comme un humain. Donc vous l'aurez compris avec les définitions, ça ne comprend pas comme un humain. Ce n'est pas la même chose, ça imite voilà, la compréhension et le fonctionnement de l'intelligence humaine. Mais ce n'est pas un fonctionnement comme un humain. Deuxième idée reçue, l'IA est infaillible. Bien sûr que non, l'IA n'est pas infaillible. Ensuite, troisième idée reçue, vous avez l'IA va remplacer tous les métiers. Donc à aujourd'hui, l'IA ne peut pas remplacer tous les métiers, notamment les métiers manuels, puisque aujourd'hui l'IA n'est pas incarnée dans un corps physique, ça reste un programme informatique, donc forcément, elle ne peut pas remplacer tout ce qui est métier manuel. Ces idées reçues-là sont forcément à l'instant T, puisque en prenant l'exemple de cette idée reçue, donc que l'IA va remplacer tous les métiers, à aujourd'hui, donc ce n'est pas vrai, puisque je vous ai dit que l'IA n'est pas incarnée dans un corps, mais pourquoi pas dans quelques années ou dizaines d'années, vous pourrez avoir des IA qui seront embarquées dans des corps robotiques humanoïdes. Et là, pour le coup, suivant leur capacité, peut-être qu'il y aura un impact aussi sur les métiers manuels. D'accord? Donc c'est pour ça que là, ces idées reçues-là sont aussi à l'instant T. Ensuite, quatrième idée reçue, si on donne assez d'infos à l'IA, elle devient intelligente. Non, elle ne devient pas intelligente puisque, je me répète, à aujourd'hui, c'est une simulation de l'intelligence. L'IA est forcément objective. Cinquième idée reçue. Donc, l'IA n'est pas objective puisqu'elle est entraînée et elle est entraînée certes par des technologies, mais derrière, ces technologies sont drivées par des humains. Donc forcément, il peut y avoir un biais par rapport à la subjectivité des humains qui l'entraînent. Ensuite, vous avez la sixième idée reçue qui est l'IA apprend par elle-même sans limite. Or, à aujourd'hui, elle peut apprendre par elle-même, c'est le système de l'apprentissage profond éventuellement, enfin une partie de l'apprentissage profond, parce qu'il y a plein de sous-parties dans l'apprentissage machine, mais il n'y a pas le terme sans limite. Donc aujourd'hui, cette affirmation, cette idée reçue n'est pas correcte. Et enfin, c'est la logique de cette affirmation, la dernière idée reçue, une IA peut tout faire. Donc forcément, à aujourd'hui, toujours à l'instant T, une IA ne peut pas tout faire, puisqu'elles sont spécialisées. Par exemple, ChatGPT, nommé encore une fois celui-ci, puisque c'est le pionnier. Aujourd'hui, vous pouvez lui demander de générer de l'image, éventuellement peut-être de la vidéo, mais pour ce faire, il va se connecter à une autre IA, toujours du groupe donc de l'entreprise qui gère ChatGPT, mais ce n'est pas ChatGPT lui-même qui fait ça. Ok, donc voilà pour les idées reçues. Le 1.4, donc l'IA déjà présente dans notre quotidien, vous devez vous en douter, peut-être pas, vous avez aujourd'hui l'IA qui est intégrée déjà dans des outils. Donc c'est ce qu'on appelle l'IA embarquée. Premièrement, vous avez par exemple Copilot, qui est l'IA de Microsoft, donc qui est embarqué dans Microsoft 365 et qui est aussi embarqué maintenant dans le navigateur Bing. Vous avez Gemini, qui est donc l'IA de Google, qui est intégré au Workspace de Google. Donc le Workspace de Google, c'est l'espace de travail mis à disposition spécifique à Google. En termes de cybersécurité, vous avez par exemple des pare-feux applicatifs. Donc les pare-feux applicatifs, ce sont des logiciels qui sont là pour protéger les sites Internet, qui vont regarder toutes les requêtes qui arrivent sur un site. Et forcément, une IA à l'intérieur
va être en capacité de traiter très rapidement ces requêtes-là et de regarder s'il y en a des malveillantes, c'est-à-dire s'il y a des hackers qui essayent de pénétrer dans ces sites. Et vous avez aussi des IA embarquées par exemple dans Waze, que sans doute vous utilisez quand vous conduisez, mais aussi par exemple dans des robots de cuisine. Vous pouvez avoir des IA embarquées dans des robots de cuisine pour vous aider par exemple dans les recettes de cuisine. Alors, par rapport à ce dernier point, euh, vous l'aurez compris que suivant l'outil dans lequel l'IA est embarquée, voilà, il peut y avoir plus ou moins de risques. Un robot de cuisine, le risque, bon, c'est qu'éventuellement l'IA envoie les données pour son entraînement au siège de l'entreprise pour qu'ils entraînent le modèle sur les recettes de cuisine que vous utilisez. Bon, peut-être que ça peut en déranger certains, mais sur ce sujet-là, bon, ce n'est pas très très grave en soi. Okay, donc voilà, suivant dans quels outils sont embarqués les IA, il peut y avoir plus ou moins de risques. Maintenant, on va passer aux outils conversationnels, donc les outils de chat. Donc, c'est le panorama des principaux acteurs LLM. Donc, LLM, c'est l'abréviation de Large Language Model, donc les modèles de large langage. Donc, c'est le terme pour toutes les IA de type ChatGPT. Donc, vous avez le premier, donc le pionnier, grand public, ChatGPT, qui a été créé par l'entreprise OpenAI. Vous avez en concurrent sérieux, donc Mistral, donc le français, qui est a priori plus pour un public d'experts, même si ça se démocratise beaucoup, puisque en France, on essaye d'utiliser cet outil-là puisqu'il est français. Vous avez ensuite l'IA de Meta, c'est-à-dire l'IA de Facebook, l'IAMA, concurrent sérieux. Alors, pour la petite info, même s'il a démissionné récemment, le responsable du service IA de l'IAMA était Monsieur Lequin, qui est un chercheur français. Vous voyez que la France a quand même un certain niveau de compétence. Vous avez ensuite Gemini, donc, qui est l'IA de Google, et un peu moins connu peut-être, l'entreprise Anthropic qui a créé l'IA Claude. Donc peut-être que vous ne connaissez pas cette IA. Elle est performante, mais un petit peu moins connue. Et enfin, vous avez le tout dernier, le nouvel acteur, qui n'est pas récent de ces mois-ci, qui a peut-être un an, ou un an et demi peut-être maximum, c'est DeepSeek, et qui vient de la Chine. Alors là aussi, comme pour les idées reçues, forcément ce panorama est à l'instant T. Aujourd'hui, l'instant T, ce sont ces principaux acteurs. Ça pourra évoluer, forcément. Et enfin, pour terminer cette présentation introduction, les grandes familles d'usage, avec deux grandes familles d'usage, rédaction et synthèse, création, réflexion. Donc, vous voyez, on va en parler dans le point suivant. Donc, génération d'emails, de rapports, de comptes rendus, de résumés de documents, etc. Et pour la création, réflexion, vous avez génération d'idées, de slogans, plan de communication, gestion de projet, etc. Alors, pourquoi on met etc.? Parce que, par exemple, pour la création, réflexion, les informaticiens, par exemple, les développeurs, peuvent aussi utiliser l'IA pour générer du code informatique, pour les aider à générer du code informatique. Donc là, ce sont deux listes qui peuvent être complétées par plein d'autres choses. Il faut juste retenir l'objet, rédaction et synthèse, création et réflexion. Voilà, donc moi j'en ai fini pour cette partie-là d'introduction, pour poser un petit peu le cadre. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Carole pour le point 2. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Carole et je vais maintenant m'intéresser à vos usages concrets. On va vous faire un petit quiz en fait pour connaître l'état de l'utilisation. Alors je vais vous partager dans le chat si j'arrive à retrouver mes petits et où est le chat. Oui, c'est pas grave, merci. Je ne trouve pas le chat. Excuse-moi. Ici. Oui, mais on va gérer le chat. Oui, non, c'est pour. Ah oui, ici, merci.
c'est pour partager mes questions. Non, je les ai mis dans. Ah, elles sont là-bas, les questions. Non. Carole, Oui. elles sont là-bas, les questions. En fait, ils sont gentils, ils m'ont déjà tout préparé, sauf que sur mes 3 écrans, je n'arrive pas Mais à tu peux passer prendre. sur le 3e écran. Merci. Donc, je vais vous partager des URL. C'était pas ça. Non, c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Jean-François est quand même très gentil. Oui. Ça fait plaisir, mon petit cœur. Et je vous mets dans le chat une première Il y a des étiquette. questions. Et je vais avoir besoin, s'il vous plaît, que vous me répondiez à la question, dans votre travail, utilisez-vous déjà des outils qui pourraient intégrer de l'IA sans que ce soit explicitement mentionné? Par exemple, des logiciels de traitement de texte, des messageries, de la gestion de documents. Si vous voulez bien lancer vos réponses, s'il vous plaît, en cliquant sur le lien. Alors, Laetitia, je vois que tu m'as répondu, mais je préférais que tu répondes directement, en fait, sur le quiz. Merci. En fait, ces informations vont nous servir ensuite. Oh. Je vais vous mettre la question de si j'arrive à l'attraper. Pareil, Carole. Pareil. Oui, Ne pardon, j'ai un vrai souci avec tous ces écrans. Ne pas nous. Hein? En fait, voilà. Question 2. Oui, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que je te les mette tous? Oui, je préférais que tu m'y mettes toutes, s'il te plaît. Voilà. C'est pour ça que je voulais récupérer directement mes URL là-bas, en fait. Question 4. Question 5. Merci beaucoup. Donc, question 2. Parmi ces outils, lesquels utilisez-vous déjà? Traitement de texte, suggestion de phrases dans Word, par exemple, Google Doc. Dans la messagerie, pour la traduction, pour la reconnaissance de caractères, pour un outil de visioconférence ou pour utiliser les sous-titrages automatiques, les transcriptions de réunions ou les enregistrements, ou pour la gestion de données. Vous pouvez répondre à plusieurs choix. Je vous mets là aussi l'URL. Question 3. Je vous mets le lien. Est-ce que vous utilisez des outils ou méthodes non officielles pour gagner du temps? Par exemple, des outils qui n'ont pas été validés par votre collectivité. Soit parce que rien ne vous a été indiqué quant à l'utilisation, soit parce que vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas... Voilà. Donc, je copie-colle si je peux. J'y arrive. C'est compliqué, excusez-moi. Donc là aussi, j'attends vos réponses. Question 4. Je ne sais pas si vous la voyez. Si vous utilisiez un outil d'intelligence artificielle pour automatiser une tâche répétitive, quelle tâche aimeriez-vous automatiser en premier? La rédaction de courrier ou de compte-rendu? Le tri et l'archivage de documents? La réponse aux demandes citoyennes standards? Ou l'analyse de données? Si vous préférez utiliser prioritairement pour un autre usage, on va vous demander de le préciser dans le chat, s'il vous plaît. Delibia. Je ne connais pas du tout Delibia. Mais
de la rédaction des délibérations. Oui, des délibérations, mais français en plus, fabuleux. Oui, Laetitia, je suis en train d'essayer de mettre le lien de la question 4. Ça y est. Vous pouvez répondre à la question 4 et la question 5. Puisque maintenant j'arrive à mettre les liens, je vous le mets tout de suite. Hop. C'est juste infernal, tous ces écrans, pardon. Question 5. Si vous n'utilisez pas l'IA actuellement, qu'est-ce qui vous freine le plus dans cette utilisation? Je ne sais pas quels outils sont autorisés ou recommandés. Je manque de formation ou d'accompagnement. J'ai peur des erreurs ou des problèmes de confidentialité. Les outils existants ne correspondent pas à mes besoins ou je n'ai pas le temps d'explorer de nouvelles solutions. Si c'est une autre frein qui vous bloque, merci aussi de nous le mettre dans le chat, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi qui ai fait les gros traits, c'est les gens qui ont répondu. Donc, je reviens à la présentation. Pour les exemples d'utilisation, beaucoup l'utilisent en rédaction et synthèse. Par exemple, pour les notes de service, les courriers types, les comptes rendus, les résumés de réunion, soit une synthèse suite à un document écrit, soit une synthèse par rapport à un enregistrement vocal. Pour la communication, vous l'utilisez beaucoup. Pour la rédaction de posts ou de communiqués, mais aussi pour la mise en page d'affiches ou la création d'images d'illustration, particulièrement avec Canva. Pour la gestion interne, pour l'aide à la planification, la rédaction de fiches de poste, par exemple, la simplification administrative. Et enfin, pour l'innovation et la participation citoyenne, pour les ateliers participatifs, la médiation numérique, pour la création de ressources, pour les projets éducatifs. Ça, ce sont les exemples d'utilisation qu'on peut avoir dans les collectivités. Maintenant, je vais laisser la place à Jean-François, qui va vous guider sur les bonnes utilisations. Rebonjour tout le monde. Alors, juste le temps que Carole analyse vos réponses. Donc, vous avez bien compris que l'idée de ce petit quiz, c'était de vous faire toucher du doigt que oui, les outils IA existent. Pour autant, se pose la question de la donnée. Voilà, puisqu'en fait, comme vous l'a expliqué Jérôme, ce sont finalement plusieurs, on va simplifier le propos et vulgariser, hein, plusieurs ordinateurs qui dialoguent les uns avec les autres, d'accord, et que la donnée, elle est stockée quelque part. Donc tout ce qu'on va lui transmettre en tapant nos questions, alors, en tapant nos questions, en fait, on appelle ça dans l'IA, ça s'appelle de la rédaction de prompt, d'accord. Tout ce qu'on va lui donner, il va se l'accaparer de manière à pouvoir répondre aux futures questions. D'accord? Donc se pose la question de la donnée personnelle et se pose la question de la donnée de la collectivité. D'accord, hein? Pour rappel, les données de la collectivité, certaines sont publiques, on est tout à fait d'accord, mais elles ne nous appartiennent pas. Voilà, elles appartiennent à la collectivité. Et surtout, toutes les données ne sont pas communicables. Voilà. Donc, les précautions indispensables. Déjà, il faut faire attention aux réponses que les IA peuvent fournir. Première chose, on parle d'hallucination. C'est quoi une hallucination de l'IA? C'est que, tout simplement, la réponse, elle peut être inventée. Elle peut inventer des faits, des citations, des sources. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA n'est pas là pour donner une réponse qui est juste. Elle est tout simplement là pour donner la réponse mathématiquement ou statistiquement la plus plausible. D'accord?
Voilà, il n'y a pas d'analyse de la réponse qui est faite de manière intelligente comme nous, on pourrait le faire, comme un homme pourrait le faire. L'IA va tout simplement aller chercher les différentes informations qu'on a bien voulu lui donner pour essayer de construire une solution. Et des fois, ben, ça tape à côté et elle va inventer une réponse. Voilà. Donc ce n'est pas la vérité, c'est la réponse la plus plausible. Deuxième problème dans les réponses données par l'IA, ce sont les biais. Alors, qu'est-ce qu'un biais? Un biais, en fait, et ça on en a tous, de par notre éducation, de par notre environnement, bah, la machine, c'est la même chose, puisqu'elle a été finalement programmée hein, par un homme, alimentée par des données humaines, bah, elle va reproduire des biais. Donc les biais, ben, ça va être des stéréotypes de genre. Il y a un exemple tout simple, hein. Si vous demandez à une IA de générer une image d'une femme sur une plage, ben, il y a de fortes chances que elle vous mette une femme blanche plutôt fine. Voilà, il y a des biais comme ça qui se reproduisent. Voilà, donc des stéréotypes de genre, de race, et ainsi de suite. Voilà, et tout simplement parce que c'est un homme, enfin ce sont des hommes avec un grand H qui ont alimenté tout ça. Ensuite, la fuite de données. Voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque l'on rédige un prompt, bah, tout ce que l'on va lui donner, ou si vous collez un fichier, une photo, bah, tout ça c'est ingurgité et c'est capté. D'accord? Donc, on peut faire fuiter des données et des données personnelles. D'accord? Quand vous rédigez un mail, si vous mettez le nom, prénom, l'adresse mail, si vous aidez d'une IA pour rédiger un mail, attention au contenu. Tout part et tout est stocké. Et le dernier risque, hein, c'est l'utilisation d'outils qui ne sont pas validés par l'employeur. D'accord? Il y a eu un cas spécifique à Montpellier, me semble-t-il, hein, où il y a eu un problème, hein, puisque la collectivité de Montpellier avait interdit tout usage d'IA. Voilà, bon, ben, ils ont dû faire marche arrière parce qu'en fait, il se trouve que les agents utilisaient des outils contre la volonté de la collectivité. Donc, il vaut mieux être dans le dialogue et réfléchir à comment utiliser tous ces outils-là, tous ces outils-là, pardon, c'est difficile à dire, notamment par le biais d'une charte IA, et nous allons en parler tout à l'heure. Il faut faire attention, on en a parlé déjà, hein, mais de l'IA, désormais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser, désormais, intègrent de l'IA. Tout à l'heure, j'ai remonté mon robot de cuisine, mais c'est vrai pour à peu près tous les produits désormais, et on commence à voir débarquer sur certains produits, notamment de RH, et c'est là que ça commence à être un peu effrayant, hein, c'est qu'on voit des éditeurs qui commencent à intégrer l'IA. Voilà, il faut quand même faire très très attention avec ces outils embarqués. Bon, maintenant, c'est moi qui avais la partie un peu relou de vous faire peur, hein. Il faut pas non plus prendre ça comme un outil euh, qui va nous faire des cauchemars toute la nuit. Non, c'est pas vrai. Euh, il y a juste des bons réflexes à utiliser. Un, lorsque je rédige mes questions, ben, je fais attention à ne pas citer de nom et de ne pas donner de ne pas fournir de données personnelles. Voilà. Quand je lui demande de m'aider à rédiger un mail à destination de monsieur ou madame le ou la DGS, ben, je cite ni le nom, je ne mets pas son adresse mail, je ne mets pas son numéro de téléphone, je ne mets pas son adresse ou des choses comme ça. Lorsque je demande à une IA de me faire un résumé d'un gros document, je fais attention que dans le document, il n'y ait pas de
nom, prénom et de données personnelles qui sont dans ce document-là. Voilà, je fais attention à ce que je lui donne, d'accord? Vérifier systématiquement le contenu produit. C'est tout l'enjeu, en fait. L'IA, c'est un formidable assistant. C'est un formidable assistant qui va nous permettre à tous de gagner du temps. Mais par contre, nous sommes tous en capacité, nous sommes tous dotés d'un cerveau qui nous permet d'analyser les réponses. Il ne faut pas se fier à 300% au rendu de ces outils-là. On est en capacité et il faut analyser toutes les réponses qui nous sont données. D'accord? Tout simplement parce qu'elle peut se tromper. Tout simplement parce que si on a mal rédigé notre question, il peut taper à côté. Il peut être hors contexte de notre collectivité, et ainsi de suite. Donc, à nous de relire, de re-rédiger, et ainsi de suite. Voilà, soyons vigilants. Bien sûr, il faut veiller à respecter le RGPD, la souveraineté numérique. Hein. Jérôme vous a fait tout à l'heure un petit panel d'outils conversationnels, hein, donc ChatGPT, Claude, le chat, et ainsi de suite. Voilà, soyez vigilants. Ça, c'est les outils conversationnels, mais il y a plein d'outils qui débarquent dans le monde des collectivités. Soyez toujours soucieux de savoir où sont stockées vos données et surtout de savoir ce qui est fait de vos données. Je prends un exemple, on a beaucoup d'outils, là on commence à voir apparaître beaucoup d'outils qui vous aident à faire de la capture audio de réunion pour fournir des résumés. Hyper pratique. Mais il faut, avant de prendre et d'essayer n'importe quel outil, posez-vous la question de savoir l'enregistrement audio, où est-ce qu'il est stocké, parce qu'il va être enregistré quelque part, et surtout, que va faire l'éditeur du logiciel, que va faire le logiciel une fois que le compte-rendu est pondu? Est-ce qu'il va purger la réunion ou est-ce qu'il va la stocker pour s'en servir derrière? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et ensuite, donc j'y reviens encore, hein, c'est utiliser des outils qui sont validés et encadrés par la collectivité. C'est pour ça qu'il est primordial désormais que chaque collectivité se dote d'une charte spécifique IA. Vous avez tous déjà entendu parler de la charte informatique. Normalement, la quasi-totalité des collectivités sont dotées d'une charte informatique. Mais nous vous conseillons d'adopter en parallèle une charte IA. Alors, pourquoi en parallèle et pourquoi une charte spécifique? Tout simplement parce que, comme vous l'a dit Jérôme, sur l'IA, on parle toujours d'instant T. Voilà, parce que ça avance très vite, que ce que l'on dit aujourd'hui sera peut-être plus vrai après-demain. Donc, il faut que cette charte-là puisse évoluer au même rythme que les usages et que les technologies. Voilà. Bien entendu, on va pouvoir vous accompagner là-dedans, d'accord? Donc, une charte IA, elle doit respecter 4 points importants. 1, protéger les données des citoyens et des agents. Petit exemple, beaucoup parlent de caméras en ce moment et de caméras qui sont assistées avec un logiciel géré par IA pour détecter des choses et ainsi de suite. Ça, c'est un gros nid à problème pour les collectivités, voilà, parce qu'il y a de la donnée personnelle, parce qu'on filme des gens, parce que ci, parce que ça. Voilà. Donc faire très, très attention à respecter les droits des agents et des citoyens. Utiliser l'IA comme aide, jamais comme arbitre. C'est-à-dire que vous pouvez solliciter une IA pour pouvoir euh, prendre une décision dans une collectivité, d'accord? Elle va vous aider à confronter des choix, mais à la fin, c'est vous qui prenez les décisions, d'accord? On ne prend jamais pour argent comptant ce que va vous donner une IA, d'accord? Vérifier et valider toutes les informations qui sont générées, hein, ben, ça recoupe un tout petit peu ce que je viens de vous dire avant. Si l'IA ne décide pas à votre place, l'IA ne peut pas vous fournir tous vos documents. Voilà, ça me fait un petit peu
J'ai échangé avec un des gestes d'une collectivité il y a quelques mois de ça, qui me disait que assez récemment, ou du moins au cours de l'année, ben, il avait vu les notes de ses chefs de service tout d'un coup changer, être sans faute d'orthographe, très bien rédigé, très bien présenté, et ainsi de suite. Voilà, il n'y a pas de, en soi, c'est pas du tout un problème, bien au contraire, mais il vaut mieux être très transparent. Et la note que l'on va faire remonter, il faut certes, on s'est aidé d'une IA, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, on relit, on corrige, et ainsi de suite. D'accord? Et le dernier point, et ça, mais c'est vrai pour tout, tout le temps, c'est se former et partager les bonnes pratiques. Vous, vous êtes moteur, vous assistez à ce webinaire. Tout ce que vous aurez retenu, n'hésitez pas à le partager dans votre collectivité, à sensibiliser les gens autour de vous, dans votre bureau, vos élus. Voilà, il faut en parler et il faut partager les bonnes pratiques. D'accord? Concernant la charte IA, on va vous mettre à disposition deux chartes qui nous ont vraiment plu. Il y a d'abord la charte de l'INSPE. Donc l'INSPE, c'est l'Institut de formation pour les futurs enseignants. Et ensuite, la charte de Strasbourg Métropole. Alors, vous allez nous dire, oui, mais là, c'est deux très grosses machines, ça ne nous concerne pas. Si, en fait, c'est juste deux chartes qui sont là pour vous inspirer. On ne vous dit pas de faire un copier-coller, mais la problématique de l'IA, elle se pose à Strasbourg Métropole comme elle peut se poser ben, à la mairie d'Audignon, puisque je vois que la mairie d'Audignon est présente. Les mêmes questionnements doivent se poser. Voilà. Et bien entendu, une bonne charte IA doit être contextualisée, c'est-à-dire qu'elle doit se référer à notre fonctionnement, du moins au fonctionnement de la collectivité. Et c'est pour ça qu'il ne faudra pas hésiter à vous rapprocher de votre référent DPO. Il vous accompagnera dans la rédaction de votre propre charte IA. Voilà. Où peut-on les trouver? Alors, pour l'instant, nulle part, mais à la fin de ce webinaire, nous allons mettre en ligne la vidéo du webinaire et nous mettrons les deux chartes jointes. Voilà. Puisqu'en fait, on vous mettra également le PowerPoint. Et il vous suffira de cliquer sur Charte IA et sur Charte IA, enfin sur les deux chartes là en vert. Vous voyez, ça vous renverra vers les deux chartes. Voilà. Hop, nous en sommes à la partie questions. Je vais repasser la main à Carole qui a certainement fini de traiter vos réponses. Elle va faire un petit bilan et ensuite on passe aux questions. Donc, dans les questions, n'hésitez pas à lever la main. C'est encore mieux si on peut échanger de vive voix, de manière à ce qu'on puisse discuter et sortir du cadre machine un tout petit peu. Merci. Donc, je viens répondre, enfin, vous donnez les réponses obtenues suite au quiz de tout à l'heure. La question 1, vous demandez si vous utilisiez des outils qui pourraient intégrer l'IA sans que cela soit mentionné. Vous êtes 20 à nous répondre oui régulièrement et occasionnellement 11 réponses. Non, pas du tout 14 réponses et je ne sais pas 4 réponses. Ce qui veut dire que vous êtes quand même 31 utilisateurs, soit à peu près 63%, à utiliser des outils d'intelligence artificielle sans être vraiment informés que, l'intelligence artificielle est utilisée. Parmi ceux-là, les outils les plus utilisés sont les traitements de texte, puis la messagerie intelligente, la traduction automatique. Dans les usages intermédiaires, on a la gestion des données pour les tableurs les tableurs à fonction avancée de tri ou de prédiction, et la reconnaissance de caractères, donc en fait souvent la lecture de PDF pour 6 réponses.
Les usages encore marginaux, les outils de visioconférence sont très peu utilisés. Dans les besoins identifiés, en fait, hop, pardon, je descends sur mes résultats. Dans vos besoins identifiés, ce qui remonte le plus, c'est, des formations pratiques et concrètes, où là, il y a une vraie demande qui correspond à peu près à, 30 de vos réponses. Des règles claires aussi sur les outils autorisés, des exemples d'usage métier et un accompagnement individuel ou de proximité. Et ce qui est beaucoup demandé aussi, c'est la charte. La charte justement pour avoir ces règles claires, sur les outils utilisés, pardon. Le frein que vous rencontrez le plus souvent, c'est que vous ne savez pas donc quels outils sont utilisés ou recommandés, le manque de formation et beaucoup la peur, de faire des erreurs, soit des erreurs d'utilisation, soit des erreurs dans la confidentialité. Certains manquent de temps pour apprendre et d'autres personnes ne voient pas l'intérêt d'utiliser l'IA pour leur travail. Voilà, ça ce sont les premiers chiffres. On va les affiner et vous faire un retour beaucoup plus complet sur la totalité des réponses. Merci. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Ou si vous n'osez pas, mettez un petit message sur le chat. Je vais quitter la présentation. Pas de questions? Bon, c'est qu'on a été hyper clair alors. Ouais, un petit peu d'autosatisfaction. Je vous l'accorde. Alors, bon, s'il n'y a pas de questions, on va conclure ce webinaire en vous disant qu'on espère avoir ciblé vos attentes. Du moins, notre objectif aujourd'hui, c'était vraiment de faire une approche très large et surtout d'essayer de vous rassurer par rapport à l'utilisation de ces outils. Voilà. Allez-vous proposer une offre IA? J'attendais cette question. Voilà. Ça veut dire quoi, une offre IA? Parce que si on est très concret, en fait, on ne parle pas d'un outil IA, on parle d'outils au pluriel IA, puisque finalement, l'IA va s'intégrer dans plusieurs outils. Oui, j'ai envie de vous dire oui, on va vous proposer des choses, mais pour l'instant, moi, j'ai rien de concret, parce que pour pouvoir proposer des outils IA ou une offre IA, il faut déjà qu'émerge un réel besoin. Donc, en premier lieu, il va falloir que l'on réfléchisse de manière collégiale à ce que vous attendez. Quel est votre besoin? Dans quoi l'IA vous apporter une vraie solution et faciliter votre quotidien? Donc, une fois qu'on aura mené cette IA, cette réflexion, et là j'insiste, hein, cette réflexion, elle ne doit pas être menée chacun dans son petit coin, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Si on veut faire émerger une solution qui ne va pas nous coûter 4 bras, 3 reins et une jambe, il faut qu'on soit fort dans la mutualisation. Il faut que pour ça, il faut que l'on réfléchisse ensemble sur ce qui peut nous aider. D'accord? Donc, oui, l'offre IA, on ira, mais il faut que ça réponde à un besoin et à un besoin qui soit partagé par tous. Voilà. On se pose la question. Alors, je sais qu'il y a des collectivités qui se sont lancées, c'est très bien, sur l'outil des Libya. On a déjà convenu de faire un petit retour d'utilisation, ce que ça donne. Moi, j'ai des retours au niveau national hein, sur l'utilisation de ce type d'outil-là.
Bon, je les confronterai avec l'utilisation locale. Il y a à boire et à manger, il y a de tout. Voilà, il y a vraiment de tout là-dessus. Donc pour répondre à la question de l'offre IA en termes de logiciel, voilà où est-ce qu'on en est. Par contre, nous allons proposer une offre de formation IA. Voilà, elle est déjà prête puisqu'on y a travaillé déjà. Donc ce sera une formation beaucoup plus approfondie. On vous formera, et à la sens enfin, on ira plus loin dans la question de la cybersécurité liée à l'IA, à la gestion des données, mais surtout, on ira, sur de la rédaction de prompts. On vous aidera à, rédiger et on vous apprendra à rédiger des prompts. Voilà, puisqu'en fait, c'est le cœur de l'utilisation de l'IA. Alors, il y a des questions. Lequel IA vous nous conseillez d'utiliser aujourd'hui? ChatGPT, Meta? Ah ah! Question piège. Déjà, on est 3, vous voyez, on n'utilise pas tous les mêmes outils. Voilà, là, c'est de la sensibilité, très personnelle. Personnellement, moi, j'utilise Mistral, heu, parce que c'est un outil français que, hem, voilà, je suis assez satisfait de ses réponses. Heu, je l'aime bien parce qu'il a tendance très souvent à citer les sources, voilà, de ses réponses. Maintenant, Carole et Jérôme, utilisent d'autres outils, ChatGPT ou même, DeepSeek, Claude. Voilà. Il y a pas de conseils à vous donner. Soyez curieux, testez-les, mais faites oui, alors Jérôme me dit: «DeepSeek pas trop», parce que là, pour le coup, on ne sait jamais, ce qui va être fait de nos données. Mais enfin, on ne le sait pas avec les autres non plus, donc Oui, bon, c'est la Chine. voilà. Pour ma part, j'aimerais utiliser IA pour les conseils municipaux. Par quel moyen? Alors, pourquoi faire? Alors, attendez, on va, ouh là, ça se déchaîne. On va y aller petit à petit. Hem, pour ma part, j'aimerais utiliser l'IA pour les conseils municipaux. Par quel moyen? Valérie Thomassier, est-ce que vous pouvez prendre la parole, si possible, de manière à ce que vous puissiez expliquer votre besoin? Bon, bonjour à tous. Bonjour. Donc en fait, ça serait, parce qu'on moi, c'est une amie qui est dans le privé et qui enregistre les conseils municipaux et Mmh. ensuite, elle les fait transcrire par l'IA pour Ouais. retranscrire, en fait, tous les comptes rendus et donc moi, je suis curieuse par rapport à ça Mmh. et j'aurais souhaité savoir, comment ça fonctionne, comment ça marche, enfin, est-ce qu'il faut acheter quelque chose de spécifique? Voilà, c'est tout ça Alors, mes interrogations. ouais, ouais, bien sûr. Plusieurs réponses. Il y a des outils qui fonctionnent, très bien. Vous dire qu'ils sont gratuits, Oui, non. Bah, de toute façon, un outil qui est gratuit en général, hein, ouais. le produit c'est vous, hein, c'est ce qu'on dit. Il y a toujours des essais gratuits. Voilà. Ça marche, vraiment très bien. Il y a des outils français, je pourrais vous donner là forcément, je les ai plus, je les ai sur mon portable pro que j'ai pas à côté. On en a testé, 2 nous en interne. Vraiment ça marche bien. Ça marche bien. La seule chose pour que ça fonctionne correctement, c'est qu'il faut avoir un bon outil de captation du son. D'accord. Nous, dans une petite réunion comme ça, on pose le téléphone ou on pose, nous en interne, on a un micro, Un voilà, ça, enregistreur. ça marche. Mais d'abord, il va falloir s'équiper, d'un bon outil, voilà, et de 2, et c'est peut-être le plus dur, c'est que lorsqu'on on travaille avec ce genre d'outil-là, il va falloir discipliner les gens sur les prises de parole. Eh oui, Vous voulez que forcément. et voilà, si vous voulez que, l'analyse soit faite, c'est Ouais, il va, reconnaître les voix. Donc dans l'idéal, c'est je passe la parole à, madame, untel, Pierrette oui. Thomas, Mmh. madame Pierrette Thomas va prendre la parole en disant, voilà: «Pierrette Thomas, j'ai une question à poser», voilà, et ainsi de suite, et petit à petit, il va, il va apprendre.
Mais Ouais, c'est vous complexe quand pouvez même. m'envoyer un mail, je vous donnerai deux, trois références, ou du moins Mhm. deux références. Voilà. Ok. Et Perplexe. votre, Oui, oui. pardon. Non. Pour votre adresse mail, JF, je vous le mets dans le chat. oui. Voilà. Alors, ça reste des outils que l'on a testés. On n'est pas allé beaucoup plus loin. Ça, voilà. Moi, je trouve que ça marche bien, mais c'est pas magique. D'accord? Les outils qui permettent de Ah oui, oui. générer des comptes rendus. D'accord? C'est pas magique parce qu'il y a des freins qui sont le matériel et surtout ben, le coût. Ah oui, c'est un troisième frein. Tiens, je l'avais oublié celui-là. Oui. Voilà. Mais Ok. voilà, le fait d'être sérieux en séance. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Ensuite, connaissez-vous Perplexity? Alors, Jérôme, tu as apporté. Pour ma part, non. D'accord. Moi, j'ai jamais testé. Voilà. Mais pourquoi pas. Euh, il y a juste quand même, faut faire attention à quelque chose qui arrive très fort là en ce moment. C'est notamment ChatGPT qui a lancé, mais pas que, hein, ils sont plusieurs, à avoir lancé leur propre navigateur Internet pour remplacer Google Chrome, Firefox et tout ça. Là, attention, on met un gros stop là-dessus. N'allez pas sur ce genre d'outils-là, et même personnellement, n'installez pas ça sur vos téléphones ou à la maison. Il y a de grosses, grosses, grosses failles de sécurité. Il y a beaucoup d'articles qui ont été pondus là ces derniers jours là-dessus, donc faites très, très attention. Voilà. Et à surveiller aussi, Firefox veut implémenter l'IA automatiquement dans leur navigateur. Donc, il faudra suivre si là aussi ça génère des grosses failles de sécurité, ben, il faudra se passer de Firefox. D'accord. Et c'est quel IA qui est derrière? Alors, j'ai pas regardé, je pense que c'est une IA en interne. Je pense pas D'accord. qu'ils prennent l'IA d'une autre. Oui, Ouais. au final, comme Gemini sur Google, hein. Ouais, voilà, mais Sachez quand même que vous êtes pas, c'est des options que l'on peut désactiver normalement, hein. Sur Google, on n'est pas obligé de l'activer. alors, Sur Copilot, on n'est pas obligé de l'activer Ouais, sur. dans l'article que j'ai lu, euh, qui était assez court, euh, le sens que donnait cet article, c'est que ça allait être une implémentation de base, c'est-à-dire non optionnelle pour Firefox. D'accord. Ok. Donc, à suivre. On essaye le live intelligence d'Orange à la CC, mais c'est moyen et la formation Orange pas satisfaisante. Oh, je suis surpris que la formation Orange soit pas satisfaisante. Bon. Par contre, je connais pas du tout. C'est quoi le live intelligence? Valérie, si Alors, tu tu peux m'entends? prendre la parole? Ouais. Ouais. Euh, c'est un service qu'Orange a sorti pour proposer de l'IA aux entreprises. Et D'accord. on se connecte à leur site Live Intelligence. Et là, on a quelques modèles qui sont proposés, des chats GPT de différentes versions. Il nous avait parlé de Mistral, mais personnellement, moi, je l'ai pas vu dans la liste. Et l'interface, il y a un petit historique aussi des questions qu'on a. Et il propose aussi une liste ils appellent ça des agents, mais c'est une collection de prompts euh, destinés aux entreprises spécialisées. Par exemple, résume ce texte, fais une synthèse, etc., quoi. Voilà. D'accord. Si tu veux tester, Rassure-moi, c'est je peux gratuit ça? demander un compte. Non, c'est pas gratuit. Alors, C'est quelle est la c'est dans plus-value les d'après toi? 18 euros hors taxe par compte. Voilà. Alors, là-dessus, faites attention à toutes ces offres, et notamment quand c'est payant. Euh, zut. ChatGPT, Mistral, tous ont des versions gratuites. D'accord? En fait, on est limité dans le nombre de prompts que l'on fait. Et en fait, quand on dépasse le nombre de prompts qu'on en a dans la version gratuite, finalement, les réponses, elles arrivent, mais beaucoup plus lentement, mais elles finissent par arriver. D'accord? Euh, Plutôt que de payer un abonnement, parce que si tu me dis que finalement, ils proposent ChatGPT, Mistral, Claude et ainsi de suite, bon, sincèrement, vous les avez tous en accès.
gratuit par ailleurs. Inutile d'aller payer 18 € pour avoir pour avoir la même chose. Ce qui est plus important, c'est de l'aide à la rédaction. D'accord? Alors, sachez que lorsque vous créez un compte sur ChatGPT ou sur Mistral, vous avez un historique de vos prompts. Quand vous avez est-ce que tu peux me résumer ce texte-là? Vous pouvez à chaque fois reprendre. Bon, là, je vous livre deux, trois, mais c'est du teasing pour notre super formation. Vous pouvez reprendre à chaque fois le même thème et finalement, il va apprendre petit à petit à répondre en fonction de ce que vous lui donnez. D'accord? Donc, on est plus là sur de la formation et c'est normal finalement que la formation est moyenne. C'est pas leur intérêt de fournir de la formation. D'accord? Voilà. Bon. Alors, Si tu c'était veux un dans. conseil, Valérie, franchement, 18 €. Non, non, mais de toute façon, je peux te dire que on va surtout pas y aller. Ouais. C'était une offre test, entre guillemets, sans compte pendant 2 mois avec la formation pour quelques agents. Mais ils ont bien dit, les données, elles sont stockées en Europe ou en France et c'est calculé. L'IA, elle calcule en Ou, France sur leurs ordinateurs à eux. ou Voilà. alors, ils ont hébergé un chat GPT, mais comment ils font? Euh, Mais En leur fait, modèle, il était obsolète. Il avait été entraîné il y a 2 ans. Donc déjà, les données qui sont fournies, elles sont pas à jour. et voilà. En fait, voilà. Tu as résumé le truc. On peut tous, demain, dans son garage, monter un ChatGPT, un Mistral, sur un ordinateur, l'installer, pas de souci. Pour qu'il soit sécurisé, en fait, faut le mettre sur un réseau fermé, de manière à ce qu'il n'aille pas aller, il aille pas chercher des informations à droite à gauche. Parce qu'à partir du moment où il s'ouvre sur le réseau Internet, il va s'auto-alimenter et il va surtout aller mettre des données un petit peu partout. Voilà. Pour le sécuriser, il faut le fermer. Si on le ferme, ben, il apprend beaucoup moins vite. Donc, il faut l'entraîner beaucoup plus longtemps avec ce qu'on va lui donner. Mais ça veut dire aussi que les données qu'il a ingurgitées, elles ne sont pas à jour. D'accord? Il vaut mieux utiliser un outil en pleine conscience et faire attention à ce qu'on va lui donner comme information. Voilà. Copilot, des agents l'utilisent chez nous avec Edge. Oui, Copilot, vous l'avez dans Word, vous l'avez dans Outlook, vous l'avez dans. En soi, ça pose pas de problème. Il faut juste faire attention. Voilà. Euh, Est-il indispensable de créer un compte sur ChatGPT pour l'utiliser? Moi, j'ai mis oui, c'est plus. C'est mieux. C'est mieux, ouais, quand même. C'est pour ça que je mets C'est toujours mieux parce que ça permet d'avoir l'historique de ce qu'on lui a donné et des réponses personnalisées parce qu'il va apprendre petit à petit à répondre à la manière dont vous formulez les questions, vous. Donc ça devient un chat GPT perso. Voilà. Euh, Voilà. Et Copilot, oui, oui. oui, mais Copilot, oui, ben, Toutes les règles voilà, de bonne de utilisation. précaution à suivre comme pour les Voilà. autres, il n'y a pas de souci. Pour moi, pour ma part, je n'utilise que les IA conversationnelles actuellement, ChatGPT. Ah oui, pardon, excuse-moi. Si vous avez une liste d'outils que vous avez utilisés, ben non. Madame Garnier, c'est toujours difficile de répondre à cette question-là. Euh, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a pas une liste d'outils euh, qui est définie. L'outil, il va répondre à un besoin ou à une nécessité. Voilà. Sincèrement, moi, sorti de Mistral, je n'utilise pas 12 milliards, quoi. D'accord? Vous me posez la même question à Julie, chez nous, qui s'occupe de la com, bah, elle va avoir une autre réponse parce qu'elle va s'en servir pour faire de l'illustration et ainsi de suite. Ouais. D'outils, on n'a pas d'outils type à vous donner. Par contre, si demain vous nous questionnez en disant, ouais,
Est-ce qu'il y a un outil qui peut répondre à ça? Là, oui, on va pouvoir vous aider. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ma réponse. Delibia est très bien pour les mairies. Tiens, Madame Veron, vous voulez prendre la parole pour nous en parler? C'est possible? Alors, c'est Madame Garnier là qui parle, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui? Et en fait, ma question, c'était suite à ce que, enfin là, vous contredisez ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que je pense que Pourquoi? vous avez peut-être loupé le fil de la discussion. En fait, quand j'ai posé ma question, c'était par rapport aux outils que vous aviez évoqués pour générer des comptes rendus Ah lors oui, de ok. séances et voilà. Donc D'accord. ça concernait cela. Ok. Donc vous avez, a priori, il y en a au moins deux que vous avez On testés a, on et a, qui on, vous on semblent a quand même testé deux, oui. intéressants. Voilà, Ouais. c'était ça. Ah ben, je vais pas aller dans mon bureau chercher mon... Ouais, ma sacoche. Ma sacoche. C'est moi. Je vais vous les donner en direct. Oui, ça, bien Merci. sûr. Il y a pas de souci. Voilà, c'était ça. Après, Voilà. on ne peut pas être exhaustif sur ce qui Non, non. sort. Et puis, En fait, l'idée qui est à retenir, c'est vraiment un besoin, un outil. Mais d'abord, il faut exprimer le besoin. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, je suis Madame Véron et moi j'utilise Delibia. Delibia, j'avais eu une démo, c'est vraiment une aide très appréciable pour les collectivités qui fait Formidable. des comptes rendus à partir de documents qu'on lui donne, qui prépare des délibérations, et c'est gratuit pour les communes de moins de 500 habitants Non, et ça utilise Mistral. c'est pas gratuit pour les communes de moins de 500 habitants. En fait, il faut qu'il y ait une collectivité. Faut faire attention, hein. C'est, il faut qu'il y ait une commune de plus de 3500 habitants ou une interco qui prenne des licences pour qu'elles puissent être mises à disposition des plus petites collectivités. Et je peux D'accord? vous assurer que moi je l'utilise, hein. Oui, Et, mais et elles sont pas du ciel, la licence. j'ai pas de licence, enfin j'ai une licence gratuite. Vous faites partie de quelle communauté de communes? Communauté Carotte-Land. Et la communauté de communes n'a pas pris une licence ou quelque chose Non, comme ça? non. Hmm. Je suis surpris. Je suis surpris. Ben, si vous voulez, on peut en parler de Delibia. Oui, c'est un outil qui est très bien. Il y a différentes expérimentations qui ont été menées tout au long, enfin en France et notamment dans les autres OPSN. Donc les OPSN, c'est nos équivalents en France, hein. Euh, les retours sont mitigés sur Delibia. Pour la bonne et simple raison, c'est que il faut faire une délib, si on veut qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle réponde au contexte de la collectivité. D'accord? Oui. Je vais vous Mhm. prendre un exemple très basique. La collectivité va prendre une délibération sur le tarif des cantines. D'accord? Ce n'est pas la Oui. délib la plus difficile à rédiger, je vous l'accorde. D'accord? Si vous tapez, si vous lui demandez de me rédiger une délibération sur le tarif de la cantine, d'accord? Sans lui expliquer que dans votre collectivité, en fait, vous gérez une cantine pour les maternelles, une cantine pour les élémentaires, que vous avez un tarif, enfin, vous avez des enseignants qui mangent à la cantine avec ce tarif-là, que vous avez du personnel extérieur qui peut y manger, que vous avez un tarif par QF et ainsi de suite, il va pas répondre à la question. Ah D'accord? oui, tout l'intérêt est de lui donner les informations qui vont bien pour qu'il Voilà, puisse rédiger au plus près. c'est ça. Et surtout, et c'est là que le bas blesse, mais c'est pas la faute de l'outil, c'est qu'en fait, il y a des collectivités qui ont fait une marche arrière parce que l'analyse dans une délibération, il y a les vus et les considérants, Oui, d'accord, qui font référence à des textes. oui.
D'accord? Et il s'avère que les textes qui sont fournis doivent être vérifiés. Et ça fait partie des conditions générales de l'outil. D'accord? Oui, il faut Donc, toujours il faut. vérifier une délib avant de la valider de toute manière. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, c'est toutes ces précautions-là qu'il faut prendre. Maintenant, Mm. l'outil, oui, fonctionne très bien, mais j'ai envie de vous dire, pas à mettre entre toutes les mains. Enfin, ou non. Il y a la possibilité aussi de remplir une bibliothèque avec les documents, les délibérations de la communauté de communes pour qu'ils s'appuient dessus, en fait, hein. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Mm. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Non, mais l'outil est très très bien, hein. Mm. L'outil est très très bien. Voilà. Merci de ce retour, en tout cas. Du coup, faut-il limiter les IA à utiliser faut-il limiter les IA? Pas limiter les outils, il faut limiter les usages. C'est-à-dire, il faut décrire dans la charte comment on doit l'utiliser. Voilà. Donc faire attention aux données que l'on y met et ainsi de suite. Citer, des outils, c'est pas forcément pertinent. Si on utilise ChatGPT sans compte, il apprend moins de nous et il répond peut-être de façon moins adaptée. Mais justement, est-ce que ça n'évite pas certains biais? D'accord. Mmh. J'écris trop vite. Jérôme a écrit très vite. Voilà. Il fait des fautes. Et il fait des fautes. Les biais, ils sont natifs. Ils viennent pas forcément de nous. Ils sont là parce qu'en fait, il va aller chercher les réponses sur son entraînement. Et son entraînement, il est perpétuel, continu, mais il a été initialisé. Donc, les biais y sont d'ores et déjà. Et après, si une IA demande votre accord et que vous le donnez pour utiliser vos prompts, etc., pour son entraînement, derrière, en fait, vos données sont quand même retraitées par les experts qui chapeautent son entraînement. Donc, elles ne sont pas normalement intégrées brutes dans sa phase d'entraînement. Donc, ce ne seront pas vos biais à vous, ce seront bien les biais de sa phase d'entraînement traités par les experts. Est-ce que ça répond à votre question? Les deux outils que l'on a testés, nous, pour la captation des réunions et la production de rapports derrière, de résumés, c'est Jérémy. Alors, Jérémy, c'est G-E-R-E-M-Y. Je vous l'ai mis dans le chat. Et Dict. Voilà. Deux outils français. Les données sont localisées en France et surtout garantissent que les captations audio sont purgées. Voilà. Attention à l'accent quand même. À l'élocution. Ah, oui, ben oui. Attention aux accents, oui, effectivement, à une autre manière de parler, effectivement. Mais c'est assez bluffant. Nous, on l'a testé donc avec Carole sur une réunion que l'on a menée. Il y avait quoi, quasi 20 personnes? Ouais, quasi 20 personnes. Alors, avec des gens, c'était une prise de parole tour à tour. Donc, c'était pas une discussion à bâton rompu. Voilà. On a fait circuler le micro. Franchement, le compte rendu, c'est assez bluffant. Ça nécessite une reprise, petite reprise, mais et ce qui est le plus bluffant, c'est la capacité à résumer le propos. Ça, c'est bien. Oui, ce sont des outils payants. En fait, tous ces outils-là, vous avez, vous avez une partie gratuite. C'est en termes de temps d'enregistrement. Vous allez avoir, je vous dis une bêtise, j'en sais rien, j'ai plus les tarifs en tête, 8 heures de réunion gratuite, et ensuite, ça devient payant. Voilà. Et une fois qu'on paye, on a accès à plus de choses. Voilà.
Mais ça vaut le coup qu'on s'y penche. Est-ce que vous seriez intéressé, déjà, deux questions. Un, par peut-être une conférence ou un brainstorming ou un échange, je ne sais pas quelle forme on pourrait y donner, peut-être un webinaire, peut-être une réunion visio, peut-être lors des réunions cantonales que l'on va mener, hein. Vous pouvez nous faire remonter ces idées-là également, sur les cas d'usage, vos besoins, de manière à ce qu'on puisse réfléchir à des outils. Est-ce que ça peut vous intéresser? Carrément. Alors, pour la question, je vois, payant, alors, dans un premier temps, oui, parce que ce ne sera pas une création interne d'un outil fait par l'IA, fait par l'ALPI. Dans un premier temps, en tout cas, pour l'instant, on s'oriente vers choisir des solutions d'entreprise. Voilà, qui répondront à vos besoins. Mais on ne va pas créer en interne un modèle d'IA. Ok. Non, on ne va pas créer un modèle d'IA, non. Voilà. Non, non. Il faut les compétences et il faut le coût financier. Voilà. En fait, il faut savoir Le que budget. on pourrait, hein, on pourrait créer l'IA Alpi. Sauf que financièrement, on n'en a pas les moyens. Ça coûte très, très, très cher en puissance de calcul. En fait, il faut monter des ordinateurs avec notamment des cartes spécifiques, graphiques. Et ces cartes-là, Des processeurs graphiques. voilà, coûtent très cher. Voilà. Et après, on n'a Donc, pas pour de l'instant, compétences. c'est une première barrière. Et ensuite, il faut qu'on monte en compétences développement. Voilà, spécifique. Il y a un OPSN, hein, qui l'a fait, le SICTIAM dans le sud-est. Alors, ils sont à côté de Sophia Antipolis, c'est plus facile, hein. Bon, déjà parce qu'en termes D'investissement dans la d'inv- recherche. voilà, d'investissement dans les recherches, ils ont tout sous la main, hein. Donc ils l'ont fait. Bon, c'est quand même quatre personnes temps plein, rien que pour du dev là-dessus. Et derrière, ils ont mutualisé forcément avec les entreprises privées qui ont autour les machines et les cartes et les processeurs et tout ça. Donc bon, voilà. Alors, et cela permettrait de proposer deux ou trois types de chartes fonction de la taille de collectivité si besoin. Là, vraiment, pour les chartes, on vous engage vraiment à consulter votre référent DPO. C'est quand même le plus simple. De l'ALPI, bien sûr. Ouais. Donc, vous êtes nombreux à nous répondre oui. Alors, très bien, mais qu'est-ce qui vous intéresserait comme forme? L'idée, c'est de pouvoir échanger sur vos besoins. D'accord? D'après vous, quelle serait la forme la plus pertinente? Visio, ok. Alors, ce ne sera pas une, hein. Ce sera forcément un travail sur le moyen terme, hein. On est d'accord. C'est un groupe de travail qu'on monte, hein. Oui, merci Valérie avec un. D'accord. La visio, combien à tout le monde? Ben, super ça. Faut dire que ça permet de gagner du temps, hein. On va pas se mentir, hein. Oui, un petit. Hein? La CAF a été hackée? Ah, ben vous voyez, voilà. Notre expert cyber, Jérôme, vient de nous livrer une info en direct. La CAF a été hackée. C'est moche ça. Ben oui, on est tous d'accord. Bien, écoutez, c'est noté pour nous. Rendez-vous sur Résoland, on va vous faire passer donc la visio, ou du moins l'enregistrement vidéo de la visio. On va vous mettre en place, vous diffusez, pardon, le PowerPoint. Et à l'intérieur du PowerPoint, vous aurez les liens vers les deux
les deux chartes IA. D'accord? Merci beaucoup pour votre participation. Nous étions 60 au final. J'espère qu'on a été le plus clair possible. Si vous avez des questions, vous revenez vers nous. Oui, de bonnes fêtes à tous. Profitez bien. Reposez-vous bien. L'année 2026 va être sportive. Je vous souhaite une bonne journée. Nous vous souhaitons une bonne journée, Carole, Jérôme et moi. Non, Jérôme, non, en fait. Voilà. À très, très bientôt. Au revoir.